Chapitre 11. Quelle femme extraordinaire et séduisante, et comme elle est à plaindre, songeait Lévin en se replongeant avec Stepan Arcadievitch dans l'air glacé. Que t'avais-je dit? Fit Stepan Arcadievitch en voyant que Lévin était conquis. Oui, répondit Lévin d'un air pensif. C'est une femme rare. C'est non seulement l'esprit, mais le cœur qui est remarquable en elle. Elle me fait affreusement pitié. Maintenant, tout va s'arranger bientôt. Il faut l'espérer. Tu vois, garde-toi de juger à l'avenir, lui dit Stepan Arcadievitch en ouvrant la portière de sa voiture. Adieu. Nous ne suivons pas le même chemin. Sur le chemin du retour, Lévin ne cessa de penser à Anna, aux propos si simples qu'ils avaient échangés. Il se remémorait toutes les nuances de ses expressions, essayait de se remettre à sa place et éprouvait pour elle une profonde pitié. À la maison, Cosme annonça à Lévin que Catherine Alexandrovna se portait bien, que ses sœurs étaient parties peu de temps auparavant et lui remit 2 lettres. Lévin les lut aussitôt dans le vestibule pour ne pas être distrait plus tard. L'une était de son régisseur, Sokolov. Il écrivait qu'il n'arrivait pas à vendre le froment, qu'on ne lui en donnait que 5 roubles 50 et qu'il ne savait plus où prendre de l'argent. La seconde lettre était de sa sœur. Elle lui reprochait de n'avoir toujours pas réglé son affaire. Eh bien, nous le vendrons à 5 roubles 50, puisqu'on ne nous en donne pas davantage, décida Lévin, tranchant légèrement cette question qui lui avait semblé avant si embarrassante. C'est extraordinaire ici, on n'a pas une minute, se dit-il, songeant à la seconde lettre. Il se sentait coupable envers sa sœur, car il n'avait pas fait ce qu'elle lui avait demandé. Je ne suis pas encore allé au tribunal aujourd'hui, mais vraiment, je n'en ai pas eu le temps. Et, résolu à faire sans faute cette démarche le lendemain, il se rendit auprès de sa femme. Chemin faisant, il repassa rapidement dans son souvenir la journée qui venait de s'écouler. Tous les événements du jour étaient des conversations qu'il avait écoutées et auxquelles il avait pris part. Toutes tournées autour de sujets auxquels il ne se fût jamais arrêté s'il avait été seul à la campagne. Mais ici, ces sujets prenaient de l'intérêt. En somme, il s'en était bien tiré. Il ne trouvait à se reprocher que sa réflexion sur le brochet et sa tendre pitié pour Anna, qui était peut-être répréhensible. Lévin trouva sa femme triste et désœuvrée. Le dîner des 3 sœurs avait été très gai, mais ensuite on l'avait attendu. Tout le monde s'était ennuyé, les 2 sœurs étaient parties et elle était restée seule. « Et toi, qu'as-tu fait ?» lui demanda-t-elle, en regardant ses yeux qui brillaient d'un éclat suspect. Mais pour ne pas l'empêcher de tout lui raconter, elle dissimula ses soupçons et l'écouta faire le récit de sa soirée avec un sourire approbateur. J'ai été très content de voir Vronsky. Je me suis senti très à l'aise avec lui. Tu comprends, maintenant je ferai mon possible pour ne pas le rencontrer. Mais il n'y aura plus cette gêne entre nous, dit-il, et se souvenant qu'en faisant son possible pour ne pas le rencontrer, il s'était immédiatement rendu chez Anna, il rougit. Disons que les gens du peuple boivent. Je me demande qui boit le plus, les gens du peuple ou les gens de notre monde. Dans le peuple, du moins, on ne boit que les jours de fête. Mais ces considérations n'intéressaient pas Kitty. Elle l'avait vu rougir et désirait savoir pourquoi. Et ensuite, où es-tu allé ? Stiva a beaucoup insisté pour que je l'accompagne chez Anna Arkadievna. Et après avoir dit cela, Lévin rougit encore plus. Ses doutes s'étaient dissipés.
Il savait maintenant qu'il n'aurait pas dû faire cette visite. Au nom d'Anna, les yeux de Kitty s'ouvrirent tout grands et lancèrent un éclair. Mais elle fit un effort pour dissimuler son émotion et réussit à donner le change à son mari. « Ah !» dit-elle simplement. « Cela ne doit pas te fâcher. C'est Stiva qui me l'a demandé. Et Dolly le désirait aussi. »« Oh non !» dit-elle. Mais il vit dans ses yeux la violence qu'elle se faisait et qui ne présageait rien de bon. « C'est une femme charmante et bonne. Et très, très à plaindre, » reprit-il en lui parlant d'Anna, de ses occupations, et en lui transmettant ce qu'elle l'avait chargé de dire à Kitty. « Oui, certainement, elle est très à plaindre, » dit Kitty lorsqu'il eut terminé. « Qui t'a écrit ?» Il le lui dit et, se fiant à son calme, alla se déshabiller. Quand il revint, il trouva Kitty dans le même fauteuil. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle leva les yeux vers lui et fondit en larmes. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il » lui demanda-t-il, sachant d'avance ce qu'il y avait. « Tu es tombé amoureux de cette affreuse femme, elle t'a ensorcelé. Je l'ai vu à tes yeux. Si, si, où cela va-t-il aboutir ? Tu as bu au club, tu as bu, tu as joué et ensuite tu es allé chez qui ? Non, allons-nous-en, je pars demain. » Pendant longtemps, Lévin ne put calmer sa femme. Il n'y réussit qu'en avouant que la pitié mêlée à l'effet du vin lui avait fait perdre son bon sens et qu'il avait cédé à l'influence maligne d'Anna, mais qu'il l'éviterait désormais. Le moment où il fut le plus sincère fut lorsqu'il avoua qu'à vivre ainsi à Moscou, à bavarder, boire et manger, il devenait complètement stupide. Ils parlèrent jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures seulement, ils furent assez réconciliés pour pouvoir s'endormir. Chapitre 12. Après avoir reconduit ses invités, Anna, au lieu de s'asseoir, se mit à arpenter la pièce de long en large. Quoique ce fût inconscient, et ces derniers temps elle se conduisait ainsi avec tous les hommes jeunes, elle avait fait tout son possible au cours de la soirée pour réveiller l'amour de Lévin. Bien qu'elle sût qu'elle avait atteint son but, autant qu'il était possible avec un homme marié honnête en une seule soirée, et bien que Lévin lui plût beaucoup, du point de vue d'un homme, ils étaient radicalement différents, mais, en tant que femme, elle avait deviné ce que Lévin et Vronsky présentaient de commun, et qui expliquait que Kitty se fût éprise de l'un et de l'autre. Dès qu'il fut parti, elle cessa de songer à lui. Une seule pensée, toujours la même, la harcelait sans trêve sous différents aspects. Si je produis un tel effet aux autres, à cet homme marié et amoureux, pourquoi est-il si froid à mon égard ? D'ailleurs, il n'est pas froid, il m'aime, je le sais. Mais quelque chose de nouveau maintenant nous sépare. Pourquoi est-il resté absent toute la soirée ? Il m'a fait dire par Stiva, qu'il ne pouvait laisser Yashvin et qu'il devait surveiller son jeu. Yashvin est-il un enfant ? Admettons que ce soit vrai. Jamais il ne ment. Il y a là autre chose. Il est content de cette occasion de me montrer qu'il a d'autres obligations. Je le sais, j'y consens. Quel besoin a-t-il de me le prouver ? Il veut me prouver que son amour pour moi ne doit pas entraver sa liberté. Mais je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai besoin que d'amour. Il devrait comprendre combien cette vie à Moscou est pénible pour moi. Est-ce que je vis ? Je ne vis pas. J'attends un dénouement qui traîne en longueur. Toujours pas de réponse.
Stiva dit qu'il ne peut pas se rendre auprès d'Alexis Alexandrovitch. Et moi, je ne peux pas lui en écrire. Je ne peux pas lui écrire encore une fois. Je ne peux rien faire. Rien commencer, rien changer. Je ronge mon frein, j'attends en m'inventant des amusements. La famille de l'anglais, mon livre, la lecture, tout cela n'est que pour me duper moi-même. C'est une autre sorte de morphine. Il devrait me plaindre, disait-elle, en se sentant prête à pleurer sur elle-même. Elle entendit le coup de sonnette brusque de Vronsky et se hâta d'essuyer ses larmes. Non seulement elle essuya ses larmes, mais elle s'assit sous la lampe et ouvrit un livre, en faisant semblant d'être calme. Il fallait lui montrer qu'elle était mécontente qu'il ne fût pas rentré comme il l'avait promis, seulement mécontente, et lui cacher son chagrin, et surtout la compassion qu'elle éprouvait pour elle-même. Elle pouvait avoir pitié d'elle, mais lui non. Elle ne désirait pas la lutte. Elle lui reprochait de vouloir lutter, mais involontairement elle se plaçait elle-même en position de combat. Tu ne t'es pas ennuyé ? Lui dit-il d'un ton gai et animé en s'approchant d'elle. Quelle terrible passion que le jeu. Non, il y a longtemps que j'ai appris à ne pas m'ennuyer. Stiva est venu me voir avec Lévin. Oui, il voulait passer chez toi. Lévin te plaît ? Lui dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Beaucoup. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis. Qu'a donc fait Yajvin ? Il a gagné 17 000 roubles. J'avais réussi à l'emmener et il était sur le point de partir. Mais il est revenu et il recommence à perdre. Alors, pourquoi es-tu resté ? Lui demanda-t-elle en levant brusquement les yeux sur lui. L'expression de son visage était froide et hostile. Tu as dit à Stiva que tu restais pour emmener Yashvin, et tu l'as laissé là-bas. La même froide résolution de lutter se lut sur le visage de Vronsky. Premièrement, je ne l'ai chargé d'aucune commission pour toi. Deuxièmement, je ne mens jamais. Et surtout, je suis resté parce que j'avais envie de rester, dit-il, en fronçant les sourcils. Anna, pourquoi ? Pourquoi ? Dit-il après une minute de silence en se penchant vers elle, et il ouvrit la main, espérant qu'elle y poserait la sienne. Elle fut heureuse de cet appel à la tendresse. Mais une force étrange et mauvaise l'empêcha de s'abandonner à son premier mouvement, comme si les conditions de la lutte lui interdisaient de se soumettre. Évidemment, tu es resté parce que tu avais envie de rester. Tu fais tout ce que tu veux. Mais pourquoi me dis-tu cela ? Pourquoi ? Dit-elle, en s'échauffant de plus en plus. Est-ce que quelqu'un conteste tes droits ? Mais tu veux avoir raison. Et donc raison. La main de Vronsky se referma. Il se détourna et son visage prit une expression encore plus têtue. Pour toi, ce n'est qu'une affaire d'entêtement, lui dit-elle, en le regardant avec insistance. Brusquement, elle avait trouvé le nom de cette expression qui l'irritait, l'entêtement. Pour toi, la question est de savoir si tu l'emporteras sur moi, tandis que pour moi. De nouveau, elle fut saisie d'un accès de pitié pour elle-même et faillit fondre en larmes. Si tu savais de quoi il s'agit pour moi, quand je sens, comme en ce moment, que tu me traites en ennemi, oui, en ennemi, si tu savais ce que cela signifie pour moi. À ces moments-là, je me sens près d'un malheur. J'ai peur de moi. Et elle se détourna pour cacher ses sanglots. Mais de quoi parles-tu ? dit-il, épouvanté de l'expression de ce désespoir. Il se pencha à nouveau vers elle, lui prit la main et la baisa. Pourquoi ? Est-ce que je cherche des distractions en dehors de la maison ? Est-ce que je ne fuis pas la société des femmes ? Il ne manquerait plus que cela, dit-elle. Alors, dis-moi ce que je dois faire pour que tu sois tranquille.
Je suis prêt à tout faire pour que tu sois heureuse, dit-il, touché par son désespoir. Que ne ferais-je pas pour t'épargner le moindre chagrin, comme en ce moment, Anna, dit-il. Ce n'est rien, reprit-il. Je ne sais pas moi-même ce qui me prend, la solitude, les nerfs. N'en parlons plus. Et la course? Tu ne m'as pas raconté, demanda-t-elle, en s'efforçant de cacher son triomphe, car c'était elle qui avait remporté la victoire. Il se fit servir à souper et lui donna des détails sur les courses. Mais à sa voix, à ses regards qui se faisaient de plus en plus froids, elle voyait qu'il ne lui pardonnait pas sa victoire, et que cet entêtement contre lequel elle luttait s'installait à nouveau en lui. Il était plus froid avec elle qu'auparavant, comme s'il se repentait de s'être soumis. Quant à elle, en se rappelant les paroles qui lui avaient valu sa victoire, « Je suis au bord d'un horrible malheur. J'ai peur de moi. » Elle comprit que c'était une arme dangereuse et qu'il ne faudrait pas s'en servir une seconde fois. Elle sentait qu'à côté de l'amour qui les unissait, s'installait entre eux un esprit pernicieux de lutte qu'elle était incapable de chasser ni du cœur de Vronsky, ni du sien. Chapitre 13. Il n'y a pas de situation à laquelle un homme ne puisse s'accoutumer, surtout s'il voit que tous ceux qui l'entourent font de même. Lévin n'aurait pas cru, 3 mois auparavant, qu'il pût s'endormir tranquillement après une journée pareille, que, menant une existence absurde et sans but, et qui pillait au-dessus de ses moyens, après s'être saoulé au club, il ne pouvait donner d'autre nom à ce qu'il s'était passé, y avoir témoigné une amitié intempestive à un homme dont Kitty avait jadis été amoureuse, après une visite encore plus déplacée à une femme qu'on ne pouvait considérer que comme une femme perdue, et pour laquelle il s'était pris d'admiration, au grand chagrin de Kitty, que dans ces conditions il put s'assoupir paisiblement. Cependant, sous l'influence de la fatigue, de sa nuit d'insomnie et de l'alcool, il s'endormit profondément. Vers 5 heures, le bruit d'une porte qu'on ouvrait le réveilla. Il sursauta et regarda autour de lui. Kitty n'était plus à ses côtés. Mais, derrière la cloison de séparation, il vit bouger une lumière et il entendit des pas. « Quoi? Qu'y a-t-il » marmonna-t-il à moitié endormi. « Kitty, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, » dit-elle en reparaissant, un bougeoir à la main. « Je ne me sentais pas très bien, » reprit-elle avec un sourire particulièrement tendre et significatif. « Cela commence ?» fit-il, épouvanté. « Il faut envoyer chercher le médecin. » Et il voulut s'habiller aussitôt. « Non, non, » dit-elle, en souriant et en le retenant. « Ce n'est probablement rien. Je n'ai éprouvé qu'un léger malaise. Maintenant, c'est passé. » Elle s'approcha du lit, éteignit la bougie, s'étendit et se tint tranquille. Quoique son souffle oppressé et surtout l'expression singulièrement tendue et exaltée avec laquelle elle lui avait dit
Ce n'est rien. En revenant du cabinet de toilette, lui parut suspect. Il avait tellement sommeil qu'il s'endormit aussitôt. Ce ne fut que plus tard qu'il se rappela ce souffle oppressé et devina tout ce qui s'était passé dans cette âme charmante, tandis qu'elle était restée allongée à côté de lui, sans bouger, dans l'attente du moment le plus solennel de la vie d'une femme. À cette heure, il fut tiré de son sommeil par le contact de sa main sur son épaule et par un léger chuchotement. Elle semblait partagée entre le regret de le réveiller et le désir de lui parler. « Kostya, n'aie pas peur, ce n'est rien. Mais il me semble, il faut aller chercher Elisabeth Petrovna. » La bougie avait été rallumée. Kitty, assise dans son lit, tenait le tricot auquel elle avait travaillé ces jours derniers. « Je t'en prie, ne sois pas effrayée, ce n'est rien. »« Je n'ai pas peur du tout, » dit-elle en apercevant le visage angoissé de son mari. Elle pressa la main de Lévin contre sa poitrine, puis contre ses lèvres. Il sauta précipitamment à bas de son lit, hors de lui, et, sans la quitter des yeux, enfila sa robe de chambre, puis s'immobilisa ainsi. Il aurait dû quitter la pièce, mais il ne pouvait détacher d'elle son regard. Ce visage qu'il aimait tant, dont il connaissait la moindre expression, il ne l'avait jamais vu ainsi. Combien sa conduite de la veille lui parut infâme, odieuse, lorsqu'il se rappela le chagrin qu'il lui avait causé dans son état. Le visage empourpré de Kitty, entouré de mèches soyeuses qui s'échappaient de sa coiffe de nuit, brillait de joyeuses résolutions. Si naturel et simple que fût Kitty, Lévin fut frappé de ce qui se révélait à lui. Maintenant que tous les voiles étaient ôtés et que l'essence même de son âme passait dans ses yeux, cette simplicité, cette nudité, laissait à découvert celle qu'il aimait. Elle le regardait en souriant. Mais soudain, ses sourcils se crispèrent, et elle releva la tête. Elle s'approcha de son mari, lui prit la main et se serra contre lui en l'enveloppant de son souffle brûlant. Elle souffrait et semblait se plaindre à lui de ses souffrances. Au premier instant, par habitude, il éprouva un sentiment de culpabilité. Mais le regard de Kitty laissait voir une tendresse qui disait que non seulement elle ne lui faisait pas de reproches, mais l'aimait pour ses souffrances. À qui la faute, alors, sinon à moi, se dit-il, involontairement en cherchant à découvrir l'auteur de ses tourments pour le punir, mais il ne le trouva point. Elle souffrait, se plaignait mais triomphait. Elle chérissait cette torture qui la comblait de joie. Il voyait que son âme atteignait au sublime, mais il ne pouvait la suivre. Cela dépassait sa compréhension. « Je vais prévenir maman. Et toi, va vite chercher Elisabeth Petrovna. Kostya. » »« Non, c'est passé. » Elle alla sonner. « Va maintenant. Pacha va venir. Je me sens bien. » Et Lévin, stupéfait, la vit reprendre son tricot. Tandis qu'il sortait par une porte, la femme de chambre entra par l'autre. Il s'arrêta et entendit Kitty lui donner des instructions détaillées tout en l'aidant elle-même à déplacer le lit. Il l'habilla et, pendant qu'on attelait, il n'y a pas encore de fiacre à cette heure-ci, retourna précipitamment dans la chambre à coucher, non plus sur la pointe des pieds, mais à tire-d'aile. Ce fut du moins son impression. Deux servantes s'y affairaient à changer des objets de place. Kitty allait et venait en tricotant. Elle alignait nerveusement les mailles tout en donnant ses ordres. « Je vais chez le médecin. J'ai fait prévenir Elisabeth Petrovna, mais je vais y passer moi-même pour plus de sûreté. As-tu besoin d'autre chose? Faut-il chercher Dolly ?» Elle le regarda. Manifestement, elle ne l'écoutait pas. « Oui, oui, va, dit-elle vivement,
en fronçant les sourcils et en lui faisant signe de s'éloigner. Comme il traversait le salon, un gémissement plaintif, aussitôt étouffé, parvint soudain à son oreille. Il s'arrêta et resta un long moment sans comprendre. Oui, c'est elle, se dit-il, et, se prenant la tête à deux mains, il descendit l'escalier en courant. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous, aide-nous. Il répétait ces paroles qui brusquement étaient montées à ses lèvres, et il ne les prononçait pas uniquement des lèvres, bien qu'il fût incroyant. En cet instant, il savait que non seulement ses doutes, mais cette impossibilité qu'il se connaissait d'accorder la foi avec la raison, ne l'empêchait pas le moins du monde de se tourner vers Dieu. Tout cela s'était maintenant évanoui en fumée. Et vers qui aurait-il pu se tourner, sinon vers celui qui, il le sentait, tenait dans ses mains son âme, son amour et sa personne tout entière. Le cheval n'était pas encore attelé, mais il sentait toutes ses forces physiques et son attention tendue vers ce qu'il avait à faire. Et pour ne pas perdre une minute, il partit à pied sans attendre davantage, et dit à Cosme de le rattraper. Au coin de la rue, il croisa un petit traîneau qui se hâtait. Elisabeth Petrovna s'y trouvait, en jaquette de velours, la tête enveloppée d'un fichu. « Dieu merci, murmura-t-il, en reconnaissant avec joie son petit visage blond que revêtait en cet instant une expression sérieuse et même sévère. Sans dire au cocher de s'arrêter, il fit demi-tour et courut à côté du traîneau. « 2 heures, dites-vous, pas plus ?» demanda-t-elle. « Vous trouverez Pierre Dmitrievitch chez lui, mais ne le pressez pas, et prenez de l'opium dans une pharmacie. Vous croyez que tout ira bien? Seigneur, aie pitié de nous. Viens à notre secours, » dit Lévin en apercevant son traîneau qui franchissait la porte cochère. Il y sauta à côté de Cosme et lui ordonna d'aller chez le docteur. Chapitre 14. Le docteur n'était pas encore levé, et son valet de chambre déclara que son maître s'était couché tard et avait demandé qu'on ne le réveillât point, mais qu'il se lèverait bientôt. L'homme était en train d'essuyer des verres de lampe, occupation qui semblait l'absorber profondément. Cette sollicitude du domestique pour ses verres de lampe et son indifférence envers l'événement qui survenait dans la maison de Lévin stupéfièrent tout d'abord celui-ci, mais au bout d'un instant de réflexion, il comprit que personne ne connaissait ni n'était tenu de connaître ses sentiments, et qu'il lui fallait agir calmement, posément et résolument, afin de percer cette muraille d'indifférence et d'atteindre son but. Ne pas se hâter et ne rien négliger, se dit Lévin en aparté. Il sentait affluer dans son être des réserves de plus en plus grandes de force physique et d'attention, en prévision de tout ce qui lui restait à faire. Lorsqu'il eut appris que le docteur n'était pas encore levé, Lévin, parmi les plans qui s'offraient à lui, s'arrêta au suivant. Cosme porterait un billet chez un autre médecin. Il irait lui-même se procurer de l'opium dans une pharmacie et, si le docteur n'était pas encore levé lorsqu'il reviendrait, il graisserait la pâte au valet de chambre ou emploierait la force, en cas de refus, pour réveiller le docteur coûte que coûte. À la pharmacie, un préparateur squelettique enfermait des poudres dans des enveloppes de pain à chanter
pour un cocher qui attendait. Il témoignait de la même indifférence que le valet de chambre astiquait ses verres de lampe. Il refusa l'opium. Lévin se contraignit au calme et à la patience et se mit en devoir de le convaincre en lui donnant les noms du médecin et de la sage-femme et en lui expliquant pourquoi il avait besoin d'opium. Le préparateur parlementa en allemand avec un personnage qui se trouvait derrière la cloison de séparation. Lorsqu'il eut obtenu l'autorisation de délivrer le remède, il alla chercher 2 flacons. Un entonnoir remplit lentement le plus petit flacon du contenu du plus grand, y colla une étiquette sur laquelle il apposa son cachet, malgré les protestations de Lévin, et voulut encore l'envelopper. Mais cette fois, Lévin n'y tint plus. D'un air résolu, il arracha le flacon des mains du préparateur et partit en courant. Le docteur n'était pas encore levé, et le valet de chambre, qui maintenant balayait le tapis, refusa de le réveiller. Lévin, posément, sortit un billet de 10 roubles, et, détachant nettement ces mots sans reprendre haleine, le tendit au serviteur en lui expliquant que Pierre Dmitrievitch, combien grand et important paraissait maintenant à Lévin, ce personnage jusqu'alors si chétif, avait promis de venir chez eux à toute heure, qu'il ne se fâcherait donc pas et qu'il pouvait le réveiller sur le champ. Le valet accepta, monta au premier et pria Lévin d'entrer dans la salle d'attente. Lévin entendait derrière la porte le médecin tousser, marcher, se laver et parler. 3 minutes environ passèrent, qui semblèrent plus d'1 heure à Lévin. Il ne pouvait plus attendre. Pierre Dmitrievitch, fit-il, d'une voix suppliante en entr'ouvrant la porte. Pardonnez-moi, pour l'amour de Dieu, mais recevez-moi comme vous êtes. Voilà plus de 2 heures que c'est commencé. Tout de suite, répondit une voix, et Lévin, à sa stupéfaction, sentit que le docteur disait cela en souriant. Je n'en ai que pour une petite minute. Tout de suite. 2 minutes s'écoulèrent, encore avant que le docteur eût enfilé ses bottes, et 2 autres avant qu'il eût passé sa jaquette et se fût coiffé. Pierre Dmitrievitch, reprenait Lévin d'une voix plaintive. Mais à ce moment, le docteur entra, habillé et peigné. Ces gens-là n'ont pas de conscience, songea Lévin. Se peigner quand nous périssons. Bonjour, lui dit le médecin en lui tendant la main d'un air placide, comme s'il eût voulu le narguer. Qu'y a-t-il ? Prenez votre temps. En s'efforçant de faire un récit aussi circonstancié que possible, Lévin commença à lui rapporter une quantité de détails inutiles, ayant trait à l'état de santé de sa femme. À tout instant, il s'interrompait pour presser le docteur de partir aussitôt avec lui. Allons, pas d'affolement. Vous n'avez pas d'expérience à ce que je vois. Je ne pense pas que ma présence soit nécessaire, mais j'ai promis et je viendrai, si vous le désirez. Rien ne presse. Asseyez-vous, je vous prie. Vous offrirai-je du café ? Lévin le regarda d'un air qui lui demandait s'il ne se moquait pas de lui. Et le docteur ne songeait même pas à se moquer. Je connais cela, dit le docteur en souriant. Moi aussi, je suis marié. Nous autres, Marie, nous faisons piètre figure pendant ce temps-là. J'ai une cliente dont le mari me sauve toujours à l'écurie, le moment venu. Qu'en pensez-vous, Pierre Dmitrievitch ? Croyez-vous que cela se passera bien ? Toutes les données sont en faveur d'une heureuse issue. Alors, vous venez tout de suite ? Dit Lévin, en lançant un regard venimeux au domestique qui entrait avec le café. Dans une petite heure. Au nom du ciel. Laissez-moi au moins le temps de boire mon café. Le docteur se versa son café. Tous deux se turent. Dites-moi, les Turcs ont l'air de se faire étriller sérieusement. Avez-vous vu le dernier communiqué ? Dit le docteur, la bouche pleine. Ah, je n'y tiens plus, dit Lévin, en se levant brusquement. Vous serez là dans un quart d'heure ? Dans une demi-heure. Parole d'honneur ?
Arrivé à la maison, Lévin descendit de voiture en même temps que la princesse. Ils montèrent ensemble à la chambre à coucher. La princesse avait les larmes aux yeux et ses mains tremblaient. En apercevant Lévin, elle l'avait pris dans ses bras en pleurant. « Alors, ma chère ?» dit-elle en prenant le bras de la sage-femme qui venait à leur rencontre avec un visage à la fois rayonnant et soucieux. « C'est en bonne voie, » dit-elle. « Persuadez-la de s'étendre, ce sera plus facile. » Depuis la minute où il s'était réveillé et avait compris de quoi il s'agissait, Lévin s'était préparé à supporter l'événement sans se laisser distraire, ni sans rien prévoir, et enfermant toutes ses pensées et tous ses sentiments, loin de démonter sa femme, il soutiendrait son courage et la réconforterait, s'interdisant même de penser à ce qui allait arriver et à l'aboutissement de tout cela. Lévin, se fiant à l'appréciation naturelle, s'était préparé à prendre patience et à tenir son cœur à deux mains pendant environ 5 heures. Cela lui paraissait faisable. Mais lorsqu'il revint de chez le docteur et fut à nouveau témoin des souffrances de Kitty, il se mit à répéter de plus en plus souvent « Seigneur, pardonne-nous et viens-nous en aide », à soupirer, à lever la tête vers les cieux, et il fut pris de la terreur de ne pas supporter ce spectacle, de fondre en larmes ou de s'enfuir. Il endurait une véritable torture. Or, il ne s'était encore écoulé qu'1 heure. Après cette heure, il s'en passa une autre, puis 2, puis 3. Les 5 heures qu'il avait assignées comme terme ultime à sa patience s'étaient écoulées, et la situation restait toujours la même. Et il rongeait son frein, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de ronger son frein. À chaque minute, il pensait qu'il atteignait la limite de l'endurance et que son cœur allait se briser de compassion. Mais les minutes, puis les heures se succédaient, et le sentiment de ses souffrances et de sa terreur croissait d'instant en instant. Toutes les conditions ordinaires de la vie, en dehors desquelles on ne peut rien se représenter, avaient cessé d'exister pour Lévin. Il avait perdu la notion du temps. Tantôt les minutes lui semblaient des heures, lorsque Kitty l'appelait près de lui et qu'il tenait sa main moite qui serrait la sienne avec une force inusitée pour le repousser la seconde d'après. Tantôt les heures lui semblaient des minutes. Il fut étonné lorsqu'Elisabeth Petrovna le pria d'allumer une bougie derrière le paravent, de voir qu'il était déjà 5 heures du soir. Si on lui avait dit qu'il n'était que 10 heures du matin, il n'aurait pas été autrement surpris. Il ne savait ni où il avait été pendant ce temps, ni quand. Il avait sous les yeux le visage empourpré de Kitty. Par moments, elle semblait étonnée de souffrir, à d'autres, elle lui souriait d'un air rassurant. Il voyait la princesse qui ravalait ses larmes se mordait les lèvres, rouges, congestionnées, ses boucles grises éparses. Il voyait aussi Dolly et le médecin qui fumaient de gros cigares, et Elisabeth Petrovna, avec son visage énergique et réconfortant, et le vieux prince qui arpentait le salon, les sourcils froncés. Mais comment ils entraient et sortaient, où ils se tenaient, il l'ignorait. La princesse se trouvait tantôt avec le docteur dans la chambre à coucher, tantôt dans le bureau, où l'on avait mis le couvert. Tantôt, c'était Dolly qui la remplaçait. Plus tard, Lévin se souvenait qu'on l'avait envoyé faire une commission. On lui fit changer de place une table et un divan. Il s'exécuta avec zèle en songeant que c'était pour Kitty, et apprit un instant après qu'il avait préparé son propre lit. Ensuite, on l'expédia dans le bureau, demander quelque chose au docteur. Le docteur lui répondit et se lança dans une digression sur les désordres au conseil municipal. Puis on le chargea d'aller chercher dans la chambre de la princesse une icône revêtue de sa chape d'argent doré.
Il grimpa sur l'armoire aux images avec l'aide de la vieille femme de chambre de sa belle-mère et brisa une veilleuse. La servante lui prodigua des consolations, et pour sa femme, et pour la veilleuse. Il apporta l'icône et la plaça avec soin au chevet de Kitty, derrière les oreillers. Mais où, quand et pourquoi tout cela s'était fait, il n'en savait rien. Il ne comprenait pas non plus pourquoi la princesse lui prenait la main et l'exhortait au calme en posant sur lui des yeux compatissants. Ni pourquoi Dolly cherchait à le persuader de manger et l'emmenait hors de la chambre, ni enfin pourquoi le médecin le contemplait d'un air apitoyé et lui proposait des gouttes. Tout ce qu'il savait, c'est que ce qui se produisait maintenant ressemblait à ce qui s'était produit un an plus tôt, dans un hôtel de chef-lieu de province, près du lit de mort de son frère Nicolas. La joie avait remplacé le chagrin, mais ce chagrin et cette joie étaient l'un et l'autre en dehors des conditions habituelles de la vie. Ils étaient, pour ainsi dire, une trouée dans la vie ordinaire qui laissait apparaître quelque chose de supérieur. L'événement en train de s'accomplir était pénible, torturant, et l'âme, à contempler cet événement supérieur, s'envolait à des hauteurs inaccessibles qu'elle n'avait auparavant jamais soupçonnées et où la raison ne pouvait pas la suivre. Seigneur, pardonne-nous et viens à notre aide, répétait-il, tout bas sans se lasser, car il sentait que malgré un éloignement prolongé et en apparence définitif, il invoquait Dieu avec autant de confiance et de candeur qu'au temps de son enfance et de sa première jeunesse. Pendant tout ce temps, il passa par deux états d'esprit différents. L'un, loin de Kitty, avec le docteur qui fumait cigare sur cigare, et les éteignait contre le bord d'un cendrier plein. Avec Dolly et avec le prince, on parlait du dîner, de la politique, de la maladie de Marie Petrovna, et Lévin, pour un instant, oubliait complètement ce qui se passait, et il lui semblait sortir d'un rêve. L'autre, au chevet de sa femme. Le cœur de Lévin aurait voulu alors se briser de compassion, mais il ne pouvait y parvenir, et il priait sans arrêt. Et chaque fois qu'un cri venu de la chambre à coucher le tirait d'une minute d'oubli, il retombait dans l'étrange aberration qui s'était saisie de lui au premier instant. Aussitôt qu'il courait se justifier. Puis il se rappelait en chemin qu'il n'était pas fautif, et il lui venait le désir de défendre et de secourir sa femme. En la voyant, il comprenait une fois de plus qu'il n'y avait rien à faire, était envahi par la terreur et disait « Seigneur, pardonne-nous et viens à notre aide. » Plus le temps passait, plus ces deux dispositions s'accentuaient. Plus il se sentait calme, et plus il oubliait totalement Kitty lorsqu'il n'était pas à ses côtés, et plus aiguës devenaient et les souffrances de Kitty, et le sentiment d'impuissance de Lévin en face de ses souffrances. Il se levait aussitôt, avec l'envie de s'enfuir n'importe où, et il courait auprès d'elle. Parfois, après des appels réitérés, il en voulait à Kitty. Mais, une fois qu'il avait vu son visage soumis et souriant, et qu'il l'avait entendu dire « Je te cause bien du tourment », c'était à Dieu qu'il s'en prenait. Mais aussitôt que la pensée de Dieu lui venait, il implorait son pardon et sa miséricorde. Chapitre 15.
Il ne savait plus si c'était la nuit ou le matin. Les bougies achevaient de se consumer. Dolly venait d'entrer dans le bureau pour proposer au docteur de prendre un peu de repos. Levin, assis dans un fauteuil, écoutait le docteur qui l'entretenait d'un charlatan magnétiseur et contemplait la cendre de sa cigarette. C'était un instant de répit, et il s'y abandonnait. Il avait complètement oublié ce qui se passait. Il écoutait le bavardage du médecin et le comprenait. Soudain, retentit un cri qui n'avait rien d'humain. Ce cri était tellement effroyable que Levin ne bougea même pas, mais, le souffle court, posa sur le médecin un regard épouvanté et interrogateur. Le médecin pencha la tête, prêta l'oreille et sourit d'un air approbateur. Tout était si extraordinaire que Levin ne se frappait plus de rien. Sans doute doit-il en être ainsi, se dit-il, et il resta assis. Mais qui avait crié? Il se leva brusquement et courut sur la pointe des pieds dans la chambre en devançant Elisabeth Petrovna et la princesse et reprit sa place au chevet de Kitty. La plainte s'était tue, mais il y avait quelque chose de changé. Ce que c'était, il ne le voyait ni le comprenait, et ne désirait ni le voir ni le comprendre. Mais il le devinait, au visage d'Elisabeth Petrovna. Ce visage était pâle et sévère, et toujours aussi résolu, mais ses mâchoires tremblaient un peu, et ses yeux fixaient Kitty avec insistance. Le visage écarlate et harassé de Kitty, avec une mèche collée par la sueur, était tourné vers Levin, et quêtait son regard. Ses mains cherchaient celles de son mari. Saisissant dans ses mains moites les mains glacées de Levin, elle les pressa contre son visage. « Ne t'en va pas, ne t'en va pas, je n'ai pas peur, » disait-elle précipitamment. « Maman, ôtez-moi mes boucles d'oreilles, elles me gênent. Tu n'as pas peur? Vite, vite, Elisabeth Petrovna. » Elle parlait très vite et essayait de sourire. Et soudain son visage grimaça et elle repoussa son mari. « Ah, c'est affreux, je vais mourir, va-t'en » s'écria-t-elle, et le cri de bête s'éleva de nouveau. Levin se prit la tête à deux mains et quitta la pièce en courant. « Ce n'est rien, tout va bien, » lui dit Dolly. Mais ils avaient beau dire, ils savaient maintenant que tout était perdu. La tête appuyée au chambranle de la porte, il écoutait dans la pièce voisine des hurlements qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait entendu jusqu'ici, et il savait que ces cris provenaient de ce qui autrefois avait été Kitty. Il y avait longtemps qu'il ne songeait plus à l'enfant. Il haïssait cet enfant. Il ne souhaitait même pas que Kitty vécût. Tout ce qu'il souhaitait, c'était de voir mettre un terme à d'aussi atroces souffrances. « Docteur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? » « Mon Dieu, » dit-il, en prenant le bras du médecin qui entrait. « C'est la fin, » dit le médecin, et son visage était si grave en prononçant ces mots que Levin comprit. C'est la fin, dans le sens de « elle se meurt ». Hors de lui, il se précipita dans la chambre. Le premier visage qu'il aperçut fut celui d'Elisabeth Petrovna. Elle était encore plus sombre et encore plus grave. Quant à Kitty, elle était méconnaissable. Là où jadis avait été son visage, se voyait maintenant quelque chose d'effroyable, fait de contorsions et de hurlements. Il appuya son front contre le bois du lit. Il sentait son cœur prêt à se rompre. Des cris terrifiants s'élevaient sans discontinuer. Ils devinrent encore plus affreux. Puis, comme s'ils avaient atteint les limites de l'horreur, ils cessèrent brusquement. Levin n'en croyait pas ses oreilles, mais il ne pouvait y avoir de doute. Les cris s'étaient tus. On entendait des allées et venues discrètes, des frôlements légers, un souffle précipité, puis Kitty, d'une voix haletante,
pleine de vie, de tendresse et de joie, murmura : « C'est fini. » Il releva la tête, ses bras sans force allongés sur la couverture. Extraordinairement belle et sereine, elle le regardait en silence et essayait de sourire, sans y parvenir. Et soudain, de ce monde irréel, terrible et mystérieux, où il avait vécu pendant 22 heures, Lévin se trouva instantanément ramené dans l'ancien monde de ses habitudes. Mais ce monde brillait maintenant d'une telle lumière de bonheur qu'il ne put le supporter. Les cordes trop tendues se rompirent. Des sanglots et des larmes de joie qu'il n'eût jamais prévues le secouèrent avec une telle force qu'il fut un long moment sans pouvoir parler. À genoux à côté du lit, il couvrait de baisers la main de sa femme. Elle y répondait par une faible pression des doigts. Pendant ce temps, au pied du lit, dans les mains expertes d'Elisabeth Petrovna, vacillait, pareil à la flamme d'un cierge, la vie d'un être humain qui n'avait jamais existé nulle part auparavant et qui bientôt ferait valoir ses droits et engendrerait d'autres êtres semblables à lui. Il vit, et c'est un garçon. Ne craignez rien, entendit Lévin, tandis qu'Elisabeth Petrovna frictionnait le dos du nouveau-né. Maman, c'est vrai, dit la voix de Kitty. Pour toute réponse, la princesse ne put que sangloter. Et au milieu du silence, comme pour dissiper sans équivoque les doutes de la mère, s'éleva une voix toute différente des voix assourdies des assistants. C'était le cri hardi, impertinent d'un nouvel être humain qui ne prenait rien en considération et qui venait de surgir on ne savait d'où. Si un instant plus tôt, on avait dit à Lévin que Kitty était morte, qu'il était mort en même temps qu'elle, qu'ils avaient des enfants, qui étaient des anges et qu'ils se trouvaient maintenant en présence de Dieu, il n'en eût éprouvé nul étonnement. Mais maintenant qu'il était rentré dans le monde de la réalité, il lui fallait un très grand effort de pensée pour comprendre qu'elle était saine et sauve, et que cet être qui poussait des cris perçants était son fils. Kitty était vivante. Ses souffrances avaient pris fin. Il en était indiciblement heureux. Cela, il le comprenait, et il s'en réjouissait de tout son être. Mais l'enfant, d'où venait-il? Pourquoi? Qui était-ce? Il ne pouvait décidément pas se faire à cette pensée. Cet enfant était de trop. Il n'en avait que faire, et il fut longtemps sans s'y accoutumer. Chapitre 16. Vers 11 heures, le vieux prince, Serge Ivanovitch et Stepan Arkadievitch se trouvaient réunis chez Lévin. Après avoir pris des nouvelles de l'accouchée, ils mirent la conversation sur d'autres sujets. Lévin les écoutait tout en se reportant, malgré lui, aux événements qui avaient précédé cette matinée, à ce qu'il était lui-même la veille. Il lui semblait qu'un siècle s'était écoulé. Il se sentait sur une hauteur inaccessible d'où il faisait l'effort de descendre pour ne pas blesser ses interlocuteurs. Tout en parlant, il ne cessait de penser à sa femme, à son nouvel état, à son fils.
à l'existence duquel il tâchait de s'habituer. Le monde de la femme, qui avait pris pour lui depuis son mariage une importance qu'il ne lui accordait pas jusque-là, s'élevait maintenant si haut dans son esprit qu'il ne pouvait même l'embrasser en imagination. Il prêtait l'oreille à un entretien sur le souper de la veille au club, et il songeait. Que fait-elle maintenant? Dort-elle? Va-t-elle bien? À quoi pense-t-elle? Mon fils Dmitri est-il en train de crier? Et au milieu de la conversation, au milieu d'une phrase, il se leva brusquement et quitta la pièce. Fais-moi dire si je puis la voir, lui dit le prince. Bien, tout de suite, répondit Lévin, et sans s'arrêter, il se rendit chez sa femme. Elle ne dormait pas et bavardait tranquillement avec sa mère. Elle formait des projets pour le prochain baptême. Changée, peignée et coiffée d'un joli bonnet garni de bleu ciel, les bras étendus sur le couvre-pied, elle était couchée sur le dos. Ses yeux croisèrent ceux de son mari et l'attirèrent vers elle. Son regard, déjà lumineux, brillait d'un éclat de plus en plus vif à mesure qu'il s'approchait d'elle. Son visage révélait ce passage du terrestre au céleste qu'on voit sur la face des morts. Ici, ce n'était pas un signe d'adieu et de bienvenue. Une émotion semblable à celle qu'il avait éprouvée au moment de l'accouchement étreignit le cœur de Lévin. Elle lui prit la main et lui demanda s'il avait dormi. Il ne put répondre et détourna la tête, ainsi convaincu de sa faiblesse. « Moi, j'ai dormi, Kostya, » lui dit-elle. « Je me sens maintenant merveilleusement bien. » Elle le regarda, mais soudain son expression changea. « Donnez-le-moi, » dit-elle, en entendant les piaillements du bébé. « Donnez-le-moi, Elisabeth Petrovna, que son père le voie. »« Papa va nous voir, » dit Elisabeth Petrovna, en prenant dans le berceau et en apportant un étrange paquet rouge qui se débattait. « Mais attendez que nous ayons fait notre toilette. » La sage-femme déposa le paquet rouge sur le lit et démaillota, puis remaillota l'enfant, en le soulevant et en retournant à l'aide d'un seul doigt pour le repoudrer. Lévin, en contemplant cet être minuscule et pitoyable, faisait de vains efforts pour trouver dans son âme les moindres symptômes d'amour paternel. Il n'éprouvait envers cet enfant que de la répulsion. Et lorsqu'on le déshabilla, et qu'apparurent ses bras grêles, ses petits pieds couleur safran, où le pouce se distinguait déjà des autres orteils, et lorsqu'il vit Elisabeth Petrovna saisir ses menottes, qui se recroquevillaient comme de souples ressorts, pour les enfermer dans les langes, il ressentit une telle pitié et une telle crainte qu'elle ne lui fit du mal qu'il la retint par le bras. Elisabeth Petrovna se mit à rire. « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Lorsque le petit fut habillé et transformé en cocon, la sage-femme le fit passer d'un bras sur l'autre, toute fière de son travail, et s'écarta afin que Lévin pût voir son fils dans toute sa beauté. Kitty n'avait cessé de regarder du coin de l'œil dans cette direction. « Donnez-le-moi, donnez-le-moi, » dit-elle, et elle fit mine de se soulever. « Voulez-vous bien, Catherine Alexandrovna, ces mouvements-là vous sont défendus. Attendez, je vais vous l'apporter. Nous montrons un peu à papa comment nous sommes beaux. » Et Elisabeth Petrovna leva vers Lévin d'une seule main, l'autre ne soutenait que des doigts la nuque branlante, ce petit être rouge, bizarre, qui balançait sa tête et la rentrait dans ses langes. « C'est un bel enfant, » dit la sage-femme. Lévin soupira avec chagrin. Ce bel enfant ne lui inspirait qu'un sentiment de dégoût et de pitié. Ce n'était pas du tout ce qu'il attendait. Il se détourna pendant qu'Elisabeth Petrovna installait le petit contre la poitrine de sa mère. Soudain,
Un éclat de rire lui fit lever la tête. C'était Kitty qui s'était mise à rire. L'enfant avait pris le sein. « Allons, c'est assez, » dit Elisabeth Petrovna. Mais Kitty ne voulait pas lâcher le bébé. Il s'était endormi dans ses bras. « Regarde-le, maintenant, » dit Kitty, en tournant l'enfant vers Lévin afin qu'il pût le voir. Le petit visage vieillot se fripa encore davantage et l'enfant éternua. Lévin sourit, prêt à pleurer d'attendrissement. Il embrassa sa femme et quitta la pièce obscure. Ce qu'il éprouvait envers ce petit être ne ressemblait en rien à ce qu'il avait attendu. Ce sentiment ne comportait rien de gai ni de joyeux. Au contraire, c'était une nouvelle angoisse. Il sentait maintenant que toute une région de lui-même était vulnérable. Et cette conscience le tourmenta tellement au premier instant. La terreur de voir souffrir cet être sans défense était si puissante qu'elles l'empêchèrent de remarquer la joie absurde et même la fierté qui l'avait envahi lorsque le petit avait éternué.